que d'en dire du bien, parce que en dire du bien, ça ne présente aucun intérêt. Aucun. Donc 15 septembre 2008, c'était il y a exactement 10 ans, c'était la chute de Lehman Brothers qui allait déclencher la plus grave crise depuis la Grande Dépression des années 30. Alors, Jean-Claude Trichet, vous étiez à l'époque président de la Banque Centrale Européenne, Guy Quoiden, gouverneur de la Banque Nationale de Belgique. Je voulais avoir vos réactions d'abord sur 3 dates importantes de cette crise qui avait commencé 1 an auparavant, le 9 août 2007, la crise des subprimes avec le gel des fonds de BNP Paribas. Monsieur Trichet, à l'époque, vous étiez en vacances. Oui, enfin j'étais en vacances, mais bien entendu en permanence en liaison avec les marchés et les collaborateurs qui étaient à Francfort. Et en effet, le 9 août 2007, au matin, nous avons découvert qu'il n'y avait plus de marché monétaire en Europe. Vous avez cité le blocage de certains fonds. Il y avait beaucoup d'autres événements avant-coureurs qui avaient signalé qu'on était en pleine crise des subprimes. Et à ce moment-là précis, l'ensemble des institutions financières dans le monde voulaient emprunter des euros pour pouvoir les swapper contre des dollars des États-Unis. Ce qui fait qu'il y avait une demande d'euros absolument colossale et pas d'offre d'euros. Donc nous étions en train de perdre le contrôle de notre marché monétaire, en train de perdre totalement nos propres taux d'intérêt, qui étaient à l'époque à 4%. Et en 2h30 au total, nous avons décidé dans le directoire de la Banque Centrale Européenne de donner de la liquidité sans aucune limite à toutes les banques qui étaient éligibles à notre propre liquidité. On nous a demandé 95 milliards d'euros. Nous avons donné 95 milliards d'euros, ce qui a été un coup de tonnerre monumental dans le monde parce qu'il a signalé le début, si vous voulez, de la période de turbulence des marchés. Et je crois que de notre point de vue, il montrait que quand on a affaire à des événements monumentaux comme ça, le mieux est de prendre des décisions très rapidement et audacieuses, même si elles n'ont pas été expérimentées auparavant. Cela a été le cas en l'occurrence. Vous avez géré la crise avec votre BlackBerry, c'est ça, à l'époque ? À l'époque, j'étais en relation électronique avec, bien entendu, la Banque Centrale Européenne à Francfort. Et nous avons tenu des téléconférences, nous avons dû nous faire une opinion très très rapidement et prendre des décisions importantes très rapidement, mais cela va de soi, c'est la règle. Et bien entendu, nous avons médité tout cela avec le Conseil des gouverneurs pour essayer de comprendre exactement ce qui se passait. En réalité, c'était le signe avant-coureur d'une crise beaucoup plus grave qui est intervenue un peu plus d'1 an après. Donc, je me souviens que le Financial Times a écrit que c'était la première crise financière gérée avec des BlackBerry sur des plages. C'était un peu excessif dans le cas de Jean-Claude qui était à Saint-Malo et probablement pas sur la plage et qui est retourné très rapidement à Francfort. Mais c'est exactement ainsi que moi j'ai vécu cette journée-là parce que j'étais en Floride sur la plage avec évidemment un décalage horaire et je me souviens bien que c'était le matin en Floride, mais c'était déjà l'après-midi en Europe. Jean-Claude m'a téléphoné, comme à quelques autres gouverneurs, je pense. Un, pour m'expliquer ce qui s'était passé et qu'il vient de résumer, et d'autre part, quelle réaction il avait pris, et il avait rapidement pris avec ses collègues disponibles à Francfort. Et effectivement, surtout rétrospectivement, c'est le début de l'histoire de cette grande crise. On n'a sûrement pas imaginé, je pense qu'il faut être modeste, ce qui allait se passer 1 an après, la gravité de l'ampleur de la crise, suite à la faillite imprévue d'une grande banque américaine. Mais enfin, ces événements d'août 2007 ont montré, je pense, que la crise des subprimes aux États-Unis était plus grave que ce que nos collègues américains avaient pensé ou dit jusque-là,
Et deuxièmement, on a parlé de BNP Paribas en particulier. Ces événements montraient aussi que les banques européennes n'étaient pas immunisées, que la crise des subprimes avait des conséquences pour les banques ou beaucoup de banques américaines, mais aussi pour les banques ou beaucoup de banques européennes. Deuxième date, c'est le 15. Mais je voudrais ajouter, parce que Jean-Claude est fort modeste, il ne le dira pas lui-même, qu'à la fin de cette année 2007, le Financial Times a élu Jean-Claude Trichet, président de la Banque Centrale Européenne, l'homme de l'année, et je crois que la justification était quand même exacte, pour avoir bien navigué dans des eaux excessivement tourmentées. Je pense que le Financial Times a mentionné le président de la Banque Centrale Européenne comme homme de l'année parce que dans l'immédiat après décision, il y avait eu un certain nombre de critiques qui disaient mais la situation n'est pas aussi grave que ça, on n'a pas à prendre des décisions aussi monumentales et bien entendu, c'était des réactions qui se sont avérées totalement non fondées. La crise que nous avions traversée était observée aussi à Londres, à New York et dans l'ensemble des pays avancés. Et donc ces premières critiques en excès, disons, d'audace et en excès d'ambition sur le plan de la reprise du contrôle du marché se sont avérées complètement fausses, d'où probablement cette élection flatteuse que je n'ai pas mentionnée, mais que Guy mentionne. La deuxième date, c'est le 15 septembre 2008, c'est la chute de Lehman Brothers. Oui. Vous avez été surpris? Non, pas le 15 septembre et pas dans les 2 jours qui ont précédé, parce que j'ai été moi-même en contact permanent avec mes collègues américains, en l'occurrence essentiellement Ben Bernanke, le patron de la Federal Reserve, et Tim Geithner, qui à l'époque était président de la Fed New York, et donc aux premières loges, si je puis dire. Et puis avec l'ensemble des autres collègues du monde entier, et bien entendu avec l'ensemble des gouverneurs des banques centrales européennes, nationales, pour que nous puissions suivre en temps réel, si vous voulez, ces événements. Ce qui était clair, c'est que, parce que les Américains ont été assez transparents, il y avait un problème majeur, Lehman Brothers, venant après un problème majeur, Bear Stearns, dans un passé un tout petit peu plus ancien. Bear Stearns avait été sauvé par une solution privée, mais avec un fort soutien moral public. Et très peu de temps auparavant, il y avait eu les problèmes très importants de Fannie Mae et Freddie Mac, 2 institutions américaines importantes. Donc Lehman Brothers arrive, les Américains nous tiennent bien au courant, et je comprends dès le samedi que s'il n'y a pas de solution privée, il n'y aura pas de solution publique. C'est-à-dire que l'exécutif américain, le Trésor américain, considère qu'il n'a pas le mandat politique pour pouvoir utiliser de l'argent public pour sauver Lehman Brothers. Donc nous suivons les négociations tout au long du week-end, et je n'avais vraiment aucun doute sur le fait que s'il n'y avait pas de solution privée, eh bien, on aurait la banqueroute de Lehman Brothers. Et il s'est avéré, disons dimanche début d'après-midi, il n'y a pas de solution privée, donc on va avoir une vraie catastrophe. Alors, ma conviction a été que cette catastrophe allait être réellement épouvantable, et je pense que c'était le sentiment de l'ensemble de mes collègues européens. Le Trésor américain, ne pouvant pas intervenir, jouait le jeu un peu, qui s'est avéré pas tenable, de dire c'est un phénomène tout à fait normal, un dépôt de bilan dans une économie de marché, c'est tout à fait normal, Lehman Brothers était mal géré, il dépose son bilan. Bien entendu, mes collègues banquiers centraux américains, eux-mêmes, faisaient le même diagnostic que nous, à savoir c'est très très grave et il va falloir que nous prenions à bras-le-corps ce problème. Mais il me semble que, au total, si vous voulez, si les banques centrales étaient assez unies dans leur diagnostic, clairement, les exécutifs étaient beaucoup plus éloignés des choses et n'étaient pas vraiment en mesure de se dire
C'est en effet le début de la pire crise depuis la Deuxième Guerre mondiale et peut-être même la pire crise depuis la Première. Ça n'a peut-être pas été pour une surprise pour Jean-Claude dans les 2-3 derniers jours qui ont précédé cet écroulement de Lehman Brothers. Mais enfin, ça a été une surprise pour beaucoup de monde, y compris dans les milieux de banque centrale, je pense, parce que comme Jean-Claude l'a indiqué, dans quelques épisodes précédents, les autorités américaines étaient venues au secours d'institutions financières en grande difficulté. Et donc le fait que cette fois-ci, les autorités américaines, et plus particulièrement le Trésor, laissent tomber en faillite une grande institution financière, ça a été une surprise. Et d'ailleurs avec les conséquences que l'on connaît et dont on va probablement reparler dans un instant. Maintenant, on peut comprendre aussi, je pense, la position des autorités américaines. C'est le fameux problème dit de l'aléa moral. Pourquoi récompenser ou en tout cas secourir des institutions qui ont été mal gérées? Ça peut donner de mauvaises idées à d'autres. Dans une économie de marché, il n'est non seulement pas moral, mais il n'est tout simplement pas normal qu'une entreprise qui a pris des risques excessifs soit secourue. Mais je pense qu'il faut bien distinguer dans ce genre de circonstances le jugement moral et le jugement macroéconomique. En laissant Lehman Brothers tomber en faillite, cela a eu des conséquences non seulement pour cette banque-là, pour le système financier, mais aussi pour l'économie réelle, des pertes de croissance et des pertes d'emplois à travers le monde. Donc, le jugement macroéconomique et le jugement moral, ce sont deux choses différentes. Et je crois, Jean-Claude, que l'on a été confronté au même genre de débat 2 ans après, en 2010, avec la crise des risques souverains, sur la dette grecque. Beaucoup de personnes, et plus précisément beaucoup d'Allemands, pensaient qu'il n'était pas moral et qu'il n'était pas juste que des pays bien gérés, comme l'Allemagne en particulier, viennent au secours d'un pays qui avait été mal géré. Mais cela aurait été si la Banque centrale européenne, de son côté, les gouvernements de leur côté, n'étaient pas intervenus pour aider la Grèce à ce moment-là, on aurait eu, je pense, un Lehman Brothers à l'européenne. Et fort heureusement, la majorité du Conseil des gouverneurs s'est rangée à l'avis de Jean-Claude, notre président, et on a décidé d'aider les Grecs, d'acheter de la dette grecque. Mais ça a eu comme conséquence, comme vous le savez, que nos collègues allemands, le président de la Bundesbank et le chef économiste de la Banque centrale européenne, qui était allemand aussi, ont démissionné. Je partage tout à fait, évidemment, le sentiment de Guy sur la question de l'aléa morale et de l'éthique de responsabilité, disons, qui doit, selon Weber, vous guider aussi. Il n'y a pas que l'éthique de conviction, il y a l'éthique de responsabilité. Quelles sont les conséquences des mesures et des décisions que vous allez prendre? Je voudrais revenir un instant sur la question de Lehman Brothers, parce que mon sentiment était qu'indépendamment et en sus de l'aléa morale, le fait est que l'exécutif américain pensait n'avoir pas la capacité politique de sauver, avec de l'argent public, Lehman Brothers. Et j'interprète cela comme venant des critiques véhémentes qui étaient venues de la gauche américaine lors du sauvetage de Bear Stearns, même si ce sauvetage n'avait pas mobilisé d'argent public, mais il avait mobilisé beaucoup d'efforts publics, et venant aussi, alors cette fois-ci, de la droite américaine, et c'était les républicains qui étaient au pouvoir à l'époque, au pouvoir exécutif, lorsque les deux affaires semi-publiques, Freddie Mac et Fannie Mae, ont été sauvées, alors là, la droite américaine s'est déchaînée. Donc on avait une sorte de consensus politique aux États-Unis pour dire on ne doit pas s'intéresser à sauver
ces institutions, soit les fat cats, si je puis dire, de Wall Street, soit des institutions qui sont semi-publiques. Et j'en ai la preuve parce que lorsque, après Lehman Brothers, le château de cartes financier s'est effondré et qu'il était évident qu'on avait un drame absolu, même après cela, le fameux programme TARP présenté par l'exécutif américain de 1 000 milliards de dollars pour essayer d'arrêter le tsunami financier a été refusé par le Congrès américain. Donc même après Lehman Brothers, même après la preuve par 9 que le problème était gravissime, on n'avait pas encore de vrai consensus dans la sphère politique américaine pour prendre le taureau par les cornes. Ça a été fait une semaine après. Mais ça montre à quel point, si vous voulez, les décisions des exécutifs, des gouvernements sont quand même difficiles. Nous avions la chance d'être indépendants et de pouvoir faire beaucoup de choses de manière indépendante, y compris les efforts que nous avons faits pour la Grèce, à vrai dire l'Irlande et le Portugal aussi en même temps. Les gouvernements étaient dans une position beaucoup plus complexe. Et c'est je ne dirais pas un miracle, mais c'est une prouesse remarquable qu'il n'y ait pas eu un second Lehman Brothers en Europe, parce qu'il y avait 15 gouvernements qui étaient en cause, qui étaient membres de la zone euro. Et c'est aussi très remarquable que nous ayons pu organiser tous ensemble une formidable résilience de la zone euro lorsque nous avons été frappés par la crise des risques souverains. Troisième date de la crise, 28 septembre 2008. Monsieur Trichet, vous débarquez en catastrophe à Bruxelles à l'invitation de Monsieur Quaden. C'est la crise Fortis. C'est le fameux week-end Fortis. Comme je reprends l'image de Jean-Claude, après Lehman Brothers, le château de cartes financier s'est effondré et la première carte qui est tombée est malheureusement pour nous, belge, Fortis, pour une double raison, je pense, vous allez dans les détails. Comme beaucoup d'autres institutions financières, elle n'était pas la seule. Fortis était, j'allais dire, gavé de produits plus ou moins toxiques. Et puis d'autre part, et ça lui était propre, Fortis était emmêlé depuis plusieurs mois dans son opération de rachat d'ABN AMRO, une opération qui était risquée dès le départ, mais que la détérioration des marchés financiers a rendu plus que problématique. Et donc, dans les jours qui ont suivi Lehman Brothers, et surtout la semaine après, la situation de Fortis n'a cessé de se dégrader, et le vendredi, elle est devenue purement et simplement dramatique. Si j'ai été averti, puisqu'on n'avait pas le contrôle des banques à ce moment-là, par le président de la commission bancaire et financière, de l'extrême détérioration de la situation de Fortis. Et il est devenu clair le vendredi soir que sans une injection exceptionnelle de liquidités, Fortis n'allait pas rouvrir ses portes le lundi matin. Une catastrophe pour ses clients, mais aussi une catastrophe pour l'ensemble du système financier européen. Donc le vendredi soir, il était clair que la Banque nationale de Belgique, parce que c'était sa responsabilité, allait devoir consentir quelque chose que l'on ne connaissait pas très bien à l'époque, une Emergency Liquidity Assistance, une ELA, un apport exceptionnel de liquidité qui est à consentir à ces risques et périls par la Banque centrale nationale concernée, en l'occurrence la Banque nationale de Belgique, et il s'agissait déjà de quelques dizaines de milliards d'euros, chiffre qui a gonflé dans la semaine suivante. Le risque est pris par la Banque centrale nationale, mais ne peut être pris que moyennant l'accord du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Et donc j'ai téléphoné à Jean-Claude, je me rappelle le samedi matin, pour lui dire « Nous allons demander une ELA, il faudra une réunion du Conseil des gouverneurs, probablement par téléphone, et il faut la préparer. » Mais j'ai demandé aussi à Jean-Claude de venir
physiquement à Bruxelles. Parce qu'en dehors du problème de liquidité, qui est la responsabilité des banques centrales, il y avait un autre problème. Il fallait recapitaliser la banque, ce qui est la responsabilité des autorités politiques. Et cela avant le dimanche soir, sous peine de voir l'ensemble des marchés financiers européens terriblement secoués. En Belgique, on ne prend pas nécessairement des décisions plus mauvaises qu'ailleurs. Mais généralement, on prend des décisions plus lentement, parce que nous avons des gouvernements de coalition, parfois 5 ou 6 partis. D'autre part, ce qui se produisait était une surprise totale. Le ciel tombait sur la tête. Le Premier ministre, le ministre des Finances ont été avertis le vendredi midi. Le reste des ministres seulement le samedi soir. Un problème dont ils ignoraient tout. Et donc il me semblait qu'on ne serait pas trop de deux, Jean-Claude, président de la Banque Centrale Européenne, et moi-même, gouverneur de la Banque Nationale de Belgique, on ne serait pas trop de deux pour convaincre nos ministres qu'il fallait, non seulement pour la Belgique, mais pour l'Europe, prendre une décision dans les 48 heures, ce qui est assez inhabituel chez nous, mais qui s'est fait. Oui, donc voyons quelle était la situation, comprenant la gravité extrême de la situation et voyant d'ailleurs d'autres phénomènes équivalents se produire en Europe. Bien entendu, mon message pour tous les pays, sans aucune exception, était évitons un second Lehman Brothers, à la fois pour l'Europe, comme le dit Guy, mais aussi pour le monde, parce que, bien entendu, Lehman Brothers avait provoqué un ébranlement mondial colossal, mais la même chose en Europe eût provoqué aussi une confirmation, disons, du drame absolu, et donc une élévation, disons, de la probabilité d'avoir une grande dépression au niveau de l'ensemble des pays avancés et au niveau mondial. Donc j'ai répondu oui tout de suite à l'invitation de me rendre sur place. Je ne crois pas qu'à l'époque j'avais compris que cela voulait dire aller au Conseil des ministres et expliquer au Conseil des ministres avec Guy quelle était exactement la situation et répondre aux questions des ministres, notamment, évidemment de M. Leterme, le Premier ministre, mais aussi du ministre des Finances et des ministres. Et je me souviens que nous avions eu pas mal de questions venant de sensibilités politiques diverses, comme il convient en effet dans un gouvernement de coalition. Et mon message était extrêmement simple. Le monde entier sur le plan financier est en train de s'effondrer. On le voit ici, mais on le voit déjà ailleurs, dans d'autres pays avancés, et particulièrement dans d'autres pays européens. Mais on avait eu des catastrophes énormes à Londres, et de très très grandes banques étant en train d'être nationalisées parce que le monde s'effondrait vraiment. Et donc j'ai essayé pour ma part d'être aussi convaincant que possible, comme je l'avais été d'ailleurs, ou comme je m'apprêtais à l'être vis-à-vis des Allemands, des Français, des autres pays, des Irlandais, des Autrichiens. Bref, c'était, si vous voulez, un message qui venait des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, très très univoque vis-à-vis de l'ensemble des gouvernements qui, eux, avaient des problèmes monumentaux d'acceptation par leur opinion publique d'une aide majeure, massive, apportée aux banques. Et là où je n'ai pas sous-estimé, pas plus que Guy, le problème politique qui s'est posé à tous les gouvernements, et singulièrement, évidemment, au gouvernement belge. D'autant plus que le week-end en question, tout a été concentré, mobilisé autour de Fortis, mais comme vous le savez, se profilait un autre grand problème bancaire en Belgique qui s'est manifesté dès le lundi, donc 24 heures après, Dexia. Dexia, oui. Problème franco-belge. Et je me souviens qu'on en a parlé le dimanche soir au Conseil des ministres, même si la priorité c'était d'abord Fortis. Oui. Mais les jours suivants ont été occupés par Dexia. Quand vous êtes rentré à Francfort le dimanche soir, vous étiez rassuré ou inquiet quand même? J'avais l'impression, si vous voulez, qu'on avait franchi probablement un obstacle. Mais l'expérience avait déjà montré
compte tenu de ce qui s'était passé aux États-Unis et de ce qui était en train de se passer en Europe, que nous étions dans une période de franchissement d'obstacles différents. Et je n'étais pas euphorique du tout. Je me disais, bon, on a franchi un obstacle. Longtemps, les chiffres concernant les Emergency Liquidity Assistance ont été secrets. Et même ce type d'opération, ce qui a donné l'impression à certains qu'on travaillait rue de la Loi à la recapitalisation de Fortis, mais que du côté de la Banque centrale, de la Banque nationale, au boulevard de Berlaymont, pour les Belges, les Bruxellois, il ne se passait rien. Il se passait beaucoup de choses, mais dans la discrétion propre, de façon générale, aux banques centrales et de façon très spécifique à ce genre d'opération. Maintenant, le gouvernement belge auquel certains ont reproché d'avoir vendu Fortis à BNP Paribas, il y a eu des procès à cet égard, a divulgué les chiffres qui ne sont donc plus secrets. Le dimanche soir, au Conseil des gouverneurs qui s'est tenu par téléphone, mais Jean-Claude, le président de ce conseil depuis mon bureau, j'avais demandé 30 milliards d'euros pour Fortis. Sans quoi il était inutile d'ailleurs de discuter de recapitalisation. La banque fermait ses portes, ses guichets le lendemain. Je me souviens, je ne sais pas s'il s'en souvient, il a vécu tellement d'événements. Le lundi matin, il était de retour à Francfort, et le lundi matin à la première heure, Jean-Claude m'a téléphoné et m'a dit « ce ne sera pas suffisant ». Mes services me disent « ce ne sera pas suffisant ». Et donc le chiffre a été donné au Parlement. Les crédits de la Banque nationale de Belgique sur Fortis, au fur et à mesure des jours, sont montés jusqu'à 90 milliards de francs belges. Un quart... D'euros, tu veux dire. D'euros, bien entendu. 90 milliards d'euros, un quart du PIB de la Belgique, la totalité des recettes fiscales de l'État central. Ce qui veut dire, on sait que c'est pas seulement le dimanche soir, mais je crois que dans les jours, sinon dans les semaines qui ont suivi, Jean-Claude, on avait, outre les réunions physiques à Francfort, des téléconférences matin et soir pour évaluer la situation dans les différents pays, parce que, comme Jean-Claude l'a indiqué, il y avait évidemment les problèmes belges, Fortis et très rapidement Dexia, mais il y avait des problèmes en Allemagne, Hypo Real Estate, si je me souviens bien, et des problèmes en Irlande. Et au niveau du Conseil des gouverneurs et de la Banque centrale européenne, nous gérions collectivement, sous le leadership du directoire, tous ces problèmes énormes, pour ne pas dire monstrueux. Oui. Et il faut bien dire que dans le cas de Fortis, le fait que Fortis était une entreprise multinationale de facto, avec d'autres gouvernements concernés, a aussi rendu l'affaire encore plus complexe. Et bon, il faut bien le dire, je crois que c'est à la responsabilité de tous finalement, la Banque centrale belge, la Banque centrale européenne, l'ensemble des collègues qui ont pris les décisions autorisant les Emergency Liquidity Assistance, et les trois gouvernements concernés dans le cas de Fortis, c'est-à-dire le gouvernement belge au premier chef, le gouvernement néerlandais et le gouvernement luxembourgeois. C'est vraiment un esprit de responsabilité considérable qui a fait qu'en effet, on n'a pas eu un second Lehman Brothers en Europe, pas plus en Belgique que dans les autres pays. Ceci est souvent sous-estimé. On était 15 pays. Ça avait été très difficile aux États-Unis et les États-Unis avaient dit on n'a pas la capacité politique d'aider. C'est extraordinaire que les 15 Européens qui tous avaient des problèmes ont toujours trouvé dans cette même période de post-Lehman la capacité en effet d'éviter ce qui aurait été un nouveau drame. Quelles sont les grandes leçons de cette crise, leçons qui peuvent nous servir pour le futur ? Voilà une grande question. Dans ma propre compréhension, et on peut avoir, il y a tout un débat sur ce qui s'est réellement passé avant la crise. Comment expliquer la crise ? Moi, j'y vois beaucoup de paramètres. Certainement, l'endettement public et privé monumental
des pays avancés, puisque n'oublions pas, c'est une crise des pays avancés au premier chef, alors que moi j'avais bien connu toutes sortes de crises des pays émergents auparavant. Deuxièmement, on a eu une période de grande tranquillité, très trompeuse, de grande modération. Beaucoup d'économistes, c'était disons le courant principal des économistes, pensaient qu'on avait trouvé la recette pour avoir une croissance régulière, sans grande volatilité, et une stabilité des prix parfaitement acceptable, sans grande volatilité. Donc, on était dans le meilleur des mondes possibles. Troisièmement, la conviction que les marchés financiers avaient toujours raison et qu'ils étaient en permanence, grâce à leur efficience, proches d'un optimum, sans qu'il y ait besoin, si vous voulez, de faire trop attention. Cette idée née à Chicago d'ailleurs et qui faisait l'objet d'une assez grande approbation par les économistes et d'une manière générale, disons, par la communauté internationale, était l'une des causes aussi, parce qu'elle nous a conduit à accepter finalement un allègement des règles de prudence assez considérable, alors même qu'il s'est avéré particulièrement malvenu, notamment le passage de Basel I à Basel II. Et puis, je prends une dernière dimension, tout en n'étant pas exhaustif, parce qu'il y a vraiment des dimensions multiples à cette crise. Je crois qu'on peut aussi mentionner le fait que ce qu'on appelle la globalisation, la mondialisation, permise par les nouvelles technologies, avait donc permis, mais en étant poussée par l'économie mondiale elle-même, une interaction généralisée de toutes les entités financières, des marchés et des économies. Et ce faisant, on avait une sorte de propriété émergente du nouveau système mondial financier dans lequel nous étions, à savoir contagion quasi immédiate, parce qu'interconnexion généralisée. Et, à vrai dire, on avait beaucoup de raisons d'avoir une crise, les 4 premières raisons que j'ai énoncées certainement, mais celle-là a fait qu'on a testé le système et qu'on s'est rendu compte, nous, banquiers centraux, après le dépôt de bilan de Lehman Brothers, qu'il fallait réagir dans les demi-journées et non pas attendre, comme on l'aurait fait, je pense, d'une certaine manière, en 1929-1930, attendre un mois et demi, prendre un bateau, aller aux États-Unis, discuter avec les amis américains, revenir en bateau, etc. Non, il fallait décider tout de suite. Et c'est heureusement ce que les banques centrales du monde avancé ont fait, puisque c'est en 2 demi-journées, après le 15 septembre, que l'on a négocié des accords de swap qui ont été publiés, annoncés au monde entier, dans les mêmes termes, par toutes les grandes banques centrales des pays avancés, le jeudi matin. Et il a fallu que le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne le décide, dans des circonstances incroyablement précipitées, que l'Open Market Committee aux États-Unis le décide, que toutes les autres instances de décision des grandes banques centrales le décident. Mais imaginez, au niveau mondial, la même décision annoncée dans les mêmes termes par toutes les grandes banques centrales des pays avancés le jeudi matin, alors qu'on a eu le drame le lundi matin. Tous les éléments, tous les facteurs que Jean-Claude a mentionnés, je crois qu'il faut quand même ajouter de façon claire, pour expliquer la crise, les dysfonctionnements du système bancaire. Les banques, pas toutes les banques, beaucoup de banques aux États-Unis et en Europe, beaucoup de banquiers s'étaient donné des objectifs de croissance et de rentabilité qui étaient irréalistes, qui étaient insoutenables, ce qui les a conduits à des prises de risques excessives. L'exemple le plus évident étant les subprimes, à des endettements mal maîtrisés et à des innovations, elles aussi mal maîtrisées. Beaucoup d'innovations financières se sont révélées en fin de compte pas si intéressantes, pas si utiles que cela. Je prends l'exemple de la titrisation. La titrisation, en principe, en théorie, c'est un facteur de dispersion des risques. Ce que l'on a vu, c'est que la titrisation sauvage avait abouti, elle, à
contamination, un empoisonnement quasi généralisé du système financier aux États-Unis et en Europe. Des innovations que les dirigeants des banques eux-mêmes comprenaient de moins en moins, que les agences de notation évaluaient de façon beaucoup trop généreuse et qui avaient pour conséquence des risques que les contrôleurs prudentiels avaient de plus en plus de mal à localiser. Je suis entièrement d'accord, évidemment, avec Guy, et ça montre à quel point, en réalité, les responsabilités sont nombreuses. C'est le système entier qui a dysfonctionné. L'appât du gain, la tentation des profits très rapides à court terme en négligeant le long terme, l'absence de contrôle des risques dans le secteur privé, était lui-même, d'une certaine manière, non pas encouragé, mais accepté parce qu'on était censé être dans le domaine des marchés efficients et parce qu'on pouvait donc déréguler dans une assez large mesure. Donc on a eu un système qui a été défaillant. Alors évidemment, la grande question est de savoir, est-ce qu'on a tiré les leçons de toutes ces défaillances ? Justement, quelles sont les grandes avancées depuis la crise en matière de contrôle des banques ? Alors, encore une fois, on est dans un domaine qui est très discuté. Comme vous le savez, il y a tout un débat aujourd'hui sur le point de savoir, notamment aux États-Unis, s'il ne faut pas à nouveau déréguler, revenir en arrière par rapport à tout ce que nous avons décidé au niveau mondial, notamment sur les banques. Je dois dire que je m'inscris totalement en faux contre cette tentation. L'expérience nous a montré à quel point il était essentiel d'avoir des banques résilientes, des banques solides. Les décisions qui ont été prises en matière de prudence bancaire, en exigeant des recapitalisations, en ayant des exigences en capital beaucoup plus importantes qu'auparavant, en ayant des exigences de liquidité beaucoup plus importantes qu'auparavant, en faisant bien la différence entre les banques systémiques et les banques moins systémiques. Tout ça me paraît aller évidemment dans le bon sens et ce serait une bêtise que de revenir en arrière. Ceci dit, on est au milieu du gué parce qu'il y a toutes les non-banques. Les risques peuvent venir des marchés aussi bien que des institutions financières. D'ailleurs, au total, aux États-Unis, le drame est venu du marché des subprimes. Et puis ensuite, le drame des subprimes s'est traduit par des drames d'institutions financières. Et donc, de ce point de vue-là, on a beaucoup de travail qui, à mon avis, reste à faire dans le domaine des non-banques en général et du meilleur contrôle des marchés. Par ailleurs, bien entendu, si l'on regarde cet indicateur de vulnérabilité qu'est l'endettement total public et privé en proportion du produit intérieur brut mondial, on a continué à voir cet endettement croître après la crise, à peu près au même rythme qu'avant la crise, ce qui est évidemment un contresens, puisque c'était une des causes de la crise que ce leverage, comme on dit, beaucoup trop important, il eût fallu le stabiliser au niveau mondial, au minimum le stabiliser. Ce n'est pas ce qui s'est passé et on a là, si vous voulez, un élément, pour moi, d'inquiétude parce que c'est un élément de vulnérabilité qui est non négligeable. Par ailleurs, les choses s'oublient assez vite. Quand je parlais de la tranquillité précédant la crise, je suis absolument navré de voir qu'on est dans une nouvelle période de tranquillité. On a le sentiment, par exemple, aux États-Unis, peut-être un peu moins en Europe, mais aux États-Unis, on a le sentiment que l'économie marche admirablement bien, que tout va bien. Or, ce n'est pas exact. Les imbalances, les grands déséquilibres continuent et même vont s'amplifier probablement sur le plan fiscal avec les décisions qui sont prises. Donc on a toutes sortes d'éléments qui montrent que si on a fait beaucoup de progrès, à mon avis, dans le domaine de la prudence bancaire, on a encore beaucoup d'autres choses à faire. Et en Europe, je crois qu'il ne faut pas négliger ce qu'ont fait les Européens. Ils ont renforcé le pacte de stabilité et de croissance, ils ont créé le Macroeconomic Imbalance Procedure, la procédure de suivi des grands déséquilibres. Ils ont créé l'union bancaire, qu'il faut achever, mais qui n'est pas encore achevée. Ils ont créé évidemment à partir de rien l'European Stability Mechanism, mais il leur reste beaucoup de choses à faire aussi.
et il faut évidemment réduire les déséquilibres que l'on a, qui sont intra-européens et qui sont évidemment à corriger. Donc vous voyez, je dirais, la communauté internationale a fait beaucoup de progrès. Il lui reste, à l'évidence, au niveau mondial comme au niveau régional, beaucoup de progrès à faire. Donc, je crois aussi que des progrès ont été accomplis. En particulier, je ne vais pas revenir longuement là-dessus, des exigences accrues en matière de liquidité, en matière de capitalisation. Les banques doivent disposer de plus de capital et d'un capital de meilleure qualité pour faire face à d'éventuels nouveaux problèmes. Un aspect des choses dont on n'a pas encore parlé et qui me semble un progrès, et cela concerne l'Europe, c'est le transfert du contrôle prudentiel auprès de la Banque centrale européenne. Je pense que c'est une très bonne chose d'éloigner un peu le contrôleur et le contrôlé. Il y avait, je ne parle pas du tout de connivence, mais probablement une compréhension un peu trop forte des contrôleurs nationaux par rapport aux établissements et aux grands établissements de leur pays. Il y a donc des progrès qui ont été accomplis. Le système est plus solide. L'est-il suffisamment? On verra après. Ce que je dois bien constater aussi, c'est qu'on n'est pas allé aussi loin sur la voie des réformes qu'on l'avait imaginé au lendemain immédiat de la crise, où il y a eu des agendas assez ambitieux, mais qui ont été assez vite, ou en tout cas partiellement négligés, abandonnés lorsque les choses sont redevenues normales. Je pense par exemple en Europe au rapport Liikanen, notre collègue gouverneur de la Banque de Finlande, déposé à la demande de la Commission européenne. Je pense aussi aux propositions de Michel Barnier, qui à l'époque ne s'occupait pas du Brexit, mais était commissaire européen aux services financiers. Il y a toute une série de propositions qui n'ont été que très partiellement mises en œuvre. Les ambitions réformatrices se sont calmées un peu trop rapidement. Et plus grave, comme il a été mentionné dans le cas des États-Unis, mais aussi en Europe, certains oublient un peu vite les leçons, les causes de la crise. J'ai été assez optimiste parce que je crois avoir dit, après les événements de 2008-2009, qu'au moins pour une génération, les banquiers n'allaient plus faire de bêtises compte tenu de ce qu'ils avaient vécu et de ce qu'ils nous avaient fait vivre. Mais je vois par exemple en matière d'objectifs à nouveau de croissance et de rentabilité, on voit réapparaître des objectifs à 2 chiffres dont on avait dit après la crise qu'il fallait les oublier. Même les pouvoirs publics oublient un peu. Ceci est une digression belge, mais la Banque centrale de Belgique, la Banque nationale, qui a maintenant le contrôle prudentiel, sur le Conseil de la Banque centrale européenne, a proposé il y a quelques mois une exigence en matière de capitalisation des banques qui aurait eu pour conséquence d'empêcher, ou plus simplement de réduire la distribution de prêts hypothécaires d'une valeur égale à la totalité du bien, quotité 100%. Quelques politiciens sont allés tout de suite au créneau en disant la Banque centrale et quelques autres veulent empêcher les jeunes ménages d'accéder à la propriété. Et le gouvernement, comme vous le savez, a tergiversé. C'est oublier tout simplement ce que tout le monde est supposé connaître, l'affaire des subprimes, où on a fait des prêts à des gens qui étaient incapables de les rembourser dès que la valeur du prix des maisons cessait d'augmenter d'année en année. Et donc, c'est à mon avis une réaction, je vais dire, anecdotique,
mais qui montre que même certains responsables politiques, qui pourtant ont fustigé les banques à ce moment, ont oublié la leçon de cette crise, parce que les subprimes, c'est bien évidemment dû à la cupidité, comme disait Jean-Claude tout à l'heure, de certains établissements financiers américains, mais c'était également la volonté des responsables politiques de démocratiser au maximum la propriété, d'où les déboires d'ailleurs de Freddie Mac et de Fannie Mae dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait juste, tout à fait juste. Et l'union bancaire, comme le disait Guy, n'est pas achevée. C'est une des très grandes réformes structurelles qui a été prise après la crise. Elle est très bonne, elle va dans le bon sens. Elle est, je crois, vraiment bien menée au niveau de la surveillance, mais on a la question de la résolution et on a la question des garanties de dépôt qui ne sont pas terminées. C'était dans le programme, mais la mise en œuvre apparaît comme étant beaucoup plus compliquée. Donc, effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et au niveau mondial, clairement, les macroéconomies mondiales ne vont pas dans le bon sens, puisqu'on augmente en ce moment encore la vulnérabilité du système mondial. Le bail-out, le renflouement par les États, a été remplacé par le bail-in, mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? On va voir exactement comment tout cela va fonctionner. C'est clair que l'idée de manœuvre stratégique était il y a une telle fureur de nos concitoyens partout dans les pays avancés contre ce qui a été fait pour empêcher les banques de s'effondrer qu'il faut qu'on n'ait plus à mobiliser de l'argent public. C'est exactement, si vous voulez, ce que je vous disais avant Lehman Brothers, l'exécutif américain disant « j'ai pas les moyens politiques, compte tenu de mon opinion publique, d'aider les banques ». Donc l'idée a été, il a fallu le faire dans des conditions extrêmement difficiles, essayons de faire en sorte qu'on n'ait plus à faire des choses pareilles. Alors, c'est une très bonne intention, je dois dire. Je suis tout à fait en faveur, en effet, d'organiser du mieux possible, si vous voulez, pour un certain nombre de très grandes institutions systémiques, que l'on puisse effectivement avoir la première mobilisation qui ne soit pas du tout de l'argent public, mais qui soit de l'argent privé. C'est clair, c'est une orientation qui fait l'objet d'un consensus mondial. Si nous avons à nouveau des problèmes majeurs, et on est en train de se créer des problèmes majeurs en accumulant, encore une fois, l'endettement, et si on a un détonateur qui peut d'ailleurs venir aussi bien maintenant des pays en développement, des pays émergents que des pays avancés, est-ce qu'on n'aura pas à nouveau des problèmes de contagion ? Le bailing in est essentiellement un problème qui traite, un concept qui traite un problème particulier. Mais quand on a un problème systémique, est-ce qu'il ne faut pas avoir aussi en tête que peut-être il faudra s'attaquer au problème systémique lui-même ? C'est un peu la manière dont nous avons raisonné à la Banque centrale européenne lorsqu'on a eu les problèmes grecs. Beaucoup disaient, aussi bien au sein des gouvernements européens que vu de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire du FMI, vous avez un problème qui est le problème grec. Mais nous savions à la Banque centrale européenne que nous avions le problème grec, le problème irlandais, le problème portugais et peut-être d'autres problèmes. Et nous avons eu, à vrai dire, en effet, une séquence de problèmes exactement, et je reprends la métaphore américaine, comme aux États-Unis, il y avait Bear Stearns, il y avait Freddie Mac et Fannie Mae, il y avait Lehman Brothers. Immédiatement après Lehman Brothers, il y avait AIG. Et après AIG, il y avait tous les autres qui venaient, si vous voulez. C'était une séquence d'institutions toutes vulnérables, plus ou moins, et classées par les participants du marché dans l'ordre décroissant des vulnérabilités. Mais après le dépôt de bilan de Lehman Brothers, il y avait immédiatement au moins 2 autres institutions qui menaçaient de chavirer complètement. Et je dois dire, de ce point de vue-là, effectivement, je crois qu'il faut être lucide. Il faut savoir qu'on peut avoir de nouveaux problèmes systémiques. Donc une crise comme celle de 2008 est possible, probable même ? Je dirais personnellement, le détonateur peut n'être pas du tout le même, c'est-à-dire pas du tout un segment de marché dans les pays avancés. Il peut être un peu partout, dans les pays avancés comme dans les pays émergents. L'explosif, je parle de la métaphore du détonateur et de l'explosif demeure.
Et là, alors, la responsabilité du secteur privé comme du secteur public me paraît très importante. Il faut en effet prendre à bras le corps la question de la vulnérabilité du système financier mondial, économique et financier mondial. Est-ce que ça peut être aussi grave que 2008, qui était quand même une crise d'ampleur jamais connue? 2008 n'a été finalement qu'un drame avec une très grande récession. Ça aurait pu être un drame avec une très grande dépression. Ça aurait pu être aussi grave que 1929-1930 si les autorités, et bien entendu aussi le secteur privé, n'avaient pas réagi de manière extrêmement active et audacieuse, s'agissant certainement des autorités publiques. Je pense, si vous voulez, je ne voudrais pas qualifier les futures crises possibles comme étant équivalents, plus graves ou moins graves que ce que nous avons connu. Mais il y aura des crises. Et même si nous avons fait un formidable travail, et encore une fois, il ne faut pas nier le travail qui a été fait par la communauté internationale, nous avons à travailler en permanence sur la résilience des institutions, des marchés et des économies. Parce que ce que nous vivons sur le plan structurel, c'est la poussée des continents chinois, indiens, mexicains, brésiliens, indonésiens, vietnamiens sur les pays avancés. Et la dérive des continents, on le sait, elle crée des tremblements de terre et elle crée des Himalayas ou des Alpes, enfin des montagnes. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de secousses au cours des 40 prochaines années et donc travailler sur notre résilience. Des crises financières, il y en a depuis longtemps et je crains qu'il y en a encore pour longtemps parce que les deux ressorts psychologiques des crises financières me semblent être d'un côté l'avidité, la cupidité, la recherche de gains faciles et d'autre part la naïveté. L'idée que cette fois-ci ce sera différent et que ça ne se terminera pas mal comme les crises financières précédentes. Il y en a eu beaucoup, depuis les bulbes de tulipes hollandaises jusqu'à aujourd'hui. C'est une crise limitée, le Bitcoin. Dans tous ces cas, les ressorts sont bien ceux que je mentionnais il y a un instant. Mais une crise financière de l'ampleur de celle que l'on a connue en 2008-2009, c'est effectivement exceptionnel. Ça se produit de temps en temps avec une régularité qui est imparfaite, sinon on pourrait la prévoir. Comme Jean-Claude l'a dit, il y a beaucoup de foyers potentiels pour un nouveau feu, voire un nouvel incendie. L'endettement privé, l'endettement public qui n'ont cessé de croître, le marché immobilier dans plusieurs pays, je ne parle pas de la Belgique, les pays émergents, on parle beaucoup ces jours-ci de la Turquie, l'Italie dont on ne sait pas où elle va, et à la limite un tweet de trop du président Trump qui peut déclencher une véritable guerre commerciale. Alors votre question, moi je n'ai pas la réponse. Des crises financières, il y en aura encore, mais de l'importance de celle que nous avons vécue il y a 10 ans, je ne sais pas, j'espère que non. On verra. On a fait beaucoup de stress tests depuis une dizaine d'années, mais de stress tests sur papier. Et puis il viendra un jour où, pour employer le langage des enfants, on sera confronté à un stress test pour de vrai, avec effectivement des difficultés dans le monde réel. Et c'est à ce moment-là que l'on verra, si les progrès qui ont été accomplis en matière de supervision, de régulation, de consolidation financière, si les progrès ont été suffisants ou non. J'espère que oui. On verra aussi comment les autorités réagissent, de façon, je l'espère, de plus en plus coordonnée. Comme il a été dit il y a un instant, la grande différence entre la crise financière de 1929 et celle de 2008,
C'est que la première s'est accompagnée, a provoqué une récession une dépression en bonne et due forme. Après la crise de 2008-2009, on a parlé d'une récession, d'une grande récession, mais pas d'une véritable dépression, parce qu'effectivement, par rapport à 1929, la réaction est des autorités monétaires, les banques centrales, et des autorités budgétaires, les gouvernements, a été, je ne dis pas parfaite, mais plus adéquate. Parmi les dangers qui sont cités, il y a le shadow banking, la finance de l'ombre, qui est peu contrôlée par les banques centrales, voire pas du tout. Oui, j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'on était en présence de la partie qui était beaucoup plus difficile d'ailleurs à aborder, parce qu'après tout, avec les banques, il y a en effet une surveillance très importante depuis très longtemps. Il y a une attention particulière qui est donnée au dépôt de nos concitoyens dans les banques, les marchés eux-mêmes, le shadow banking, l'ensemble des non-banques ne font pas l'objet de la même attention historiquement. Et à mon avis, en effet, c'est un tort, parce que c'est là peut-être que se situeraient les nouveaux problèmes majeurs que nous aurons peut-être à l'avenir. Donc, encouragement à l'ensemble des autorités et certainement à l'ensemble de nos collègues qui travaillent à Bâle, comme nous l'avons fait Guy et moi, de regarder ça de très près, de continuer à être aussi actifs que possible. Mais au total, je voudrais dire un mot d'un phénomène que je crois très profond. Le fait que les pays avancés n'aient pas su éviter la crise la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'on avait eu, comme le disait Guy, des crises financières importantes en Amérique latine, en Asie, en Union soviétique, au Moyen-Orient. On a eu beaucoup de crises financières. Aucune d'entre elles, si vous voulez, ne mettait en cause les pays avancés. Et donc la perte de confiance dans la capacité des pays avancés d'être de bons guides, de bons leaders, à la fois au niveau mondial et au niveau de chacun de leurs pays, est un phénomène d'une très grande ampleur. Il y a un symbole qui est le passage du bâton du G7 au G20 en ce qui concerne la première instance informelle, disons, de contrôle-commande, disons, informelle donc de l'économie mondiale et de la finance mondiale. Un autre phénomène, à mon avis, est la perte de confiance de beaucoup de nos concitoyens dans les pays avancés, dans les gouvernements, les partis politiques qui avaient gouverné au cours de toutes les années d'avant, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient sociodémocrates ou conservateurs ou libéraux. Il y a eu une perte de confiance monumentale que l'on voit aux États-Unis avec M. Trump, que l'on voit certainement en Angleterre avec le Brexit, que l'on voit dans tous les pays européens avec la diminution de la faveur faite par nos concitoyens aux partis traditionnels et la montée en puissance des partis non traditionnels, extrémistes le cas échéant, ou non extrémistes d'ailleurs, comme on le voit en France, où le phénomène est puissamment symbolique, puisqu'on voit la droite traditionnelle et la gauche traditionnelle se replier de manière très importante. Donc ça c'est un phénomène sociopolitique, à mon avis absolument majeur, en tout cas pour les pays avancés, et qui est issu de la crise, et qui pose peut-être le premier problème politique dans l'ensemble de nos pays. Ce qui montre à quel point prévenir aussi bien que possible de nouvelles crises très graves est très important, parce que je ne sais pas comment nos concitoyens réagiraient si on avait une nouvelle crise. D'où l'appel de toutes les banques centrales et des anciens banquiers centraux à la vigilance, à la lucidité stratégique et à tout ce qui peut nous permettre de prévenir de nouveaux événements très graves. Donc le populisme est une conséquence directe de la crise? C'est un peu ça? Moi, je dirais plutôt l'amplification du phénomène populiste est certainement due en partie à la crise, oui. Non, mais il n'est pas né de la crise. Ben, c'est un phénomène qui a joué, effectivement. Le rejet des élites politiques, des élites économiques, le fait aussi qu'on vient de vivre une dizaine d'années de croissance faible ou nulle, avec une montée
du chômage. Tout cela explique quand même les comportements électoraux, notamment, de la population. Oui. Maintenant, ça ne peut qu'engendrer de nouvelles déceptions, mais après de nouvelles épreuves. Est-ce que la guerre commerciale qui est menée par le président Trump vous inquiète? Est-ce que ça peut être une cause d'une nouvelle crise? Bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est très difficile de voir exactement ce que le président Trump recherche. Il a des attitudes successives qui peuvent apparaître comme étant relativement contradictoires et il met au crédit de sa capacité de négociation légendaire des soubresauts difficiles à interpréter. Mais fondamentalement, nous avons un risque énorme qui ne vient pas seulement des États-Unis et pas simplement de M. Trump. Il faut bien voir que Mme Clinton avait elle aussi dit le NAFTA, il faudra le renégocier. Sur le plan du protectionnisme, je ne suis plus sur la ligne traditionnelle de mon époux et des gouvernements qui se sont succédés. Donc je crois que la frustration d'une partie de nos populations dans tous les pays avancés demande à être traitée. À mon avis, c'est une énorme erreur que d'aller dans la direction du protectionnisme et ça ne peut que nous affaiblir tous ensemble, mais néanmoins, la frustration est bien là, amplifiée par la crise, et je crois que, comme je le disais, c'est le problème politique majeur qu'ont les gouvernements des pays avancés aujourd'hui. Je me prononce moins sur les pays émergents, puisqu'encore une fois, eux n'ont pas connu, en fait, la crise. La crise n'est pas venue d'eux, elle est venue de chez nous, les pays avancés. Mais populisme et protectionnisme vont souvent de pair, et il est vrai que dans nos pays aussi, je crois qu'une partie de la population pense que le protectionnisme, fermer les frontières non seulement aux hommes et aux femmes, mais aux produits venus de l'étranger, c'est une solution. Je suis évidemment d'accord avec Jean-Claude et je crois la quasi-totalité des économistes, il y a quelques exceptions, de droite comme de gauche. D'ailleurs, on voit aux États-Unis que le monde des entreprises est divisé. Certaines en attente des gains, moins de concurrence étrangère, mais d'autres au contraire sont inquiets, en particulier les firmes de la nouvelle technologie américaine. Et Trump, après s'en être pris aux Chinois et aux Allemands, c'est un peu étonnant, attaque maintenant les grandes firmes de Californie qui font fabriquer tout ou partie de leurs produits à l'étranger. Mais il y a un risque là-bas qui est évident. Maintenant, ça veut dire aussi que, ça nous éloigne un peu de notre conversation, qu'il faut veiller à respecter des équilibres de toutes sortes. Je suis frappé par le fait que l'Allemagne, qui accumule depuis des années des excédents commerciaux, a énervé certains de ses partenaires européens, mais c'est plus grave maintenant, énerve les États-Unis. Et donc, il est assez évident et souhaitable que les pays qui accumulent des déficits budgétaires ou des déficits commerciaux remettent de l'ordre dans leurs comptes. Mais je pense aussi que les pays qui, au contraire, ont de façon durable des excédents importants doivent contribuer un peu plus à l'activité économique dans le monde. Par exemple, pas en faisant n'importe quoi, pas en laissant les équilibres déraper, mais un peu plus d'investissement public, par exemple en Allemagne. Ça ferait du bien d'abord, je pense, à l'Allemagne elle-même. Les infrastructures ne sont pas beaucoup meilleures qu'en Belgique. Et ça ferait du bien, je pense aussi, à l'économie européenne et à l'économie mondiale. Est-ce qu'une crise pourrait venir d'une subite remontée des taux d'intérêt et peut-être d'une chute de la bourse, sachant que la bourse américaine reste à des niveaux relativement élevés? Là, il faut bien faire la différence entre une crise gravissime, en particulier du type de celle qu'on a connue en 2007-2008, et puis des ébranlements qui sont plus habituels, si je puis dire, sans provoquer de crise gravissime.
Personnellement, je pense qu'il serait extrêmement paradoxal de dire le fait que les banques centrales sont moins accommodantes est un problème majeur qui va créer des crises majeures. Je dirais plutôt l'inverse. Je dirais qu'elles ont bien fait leur travail, elles ont été accommodantes, elles ont, aux États-Unis et en Europe, réussi d'une certaine manière à remettre les choses d'aplomb, à éviter la Grande Dépression et à revenir, disons, à une situation plus normale. Le fait qu'elles deviennent moins accommodantes, ce qui est le cas de manière avancée aux États-Unis et ce qui va être le cas en Europe très bientôt, est une très bonne chose. Et puis de toute manière, il faut penser en effet aux récessions à venir, pas demain, mais après-demain. Et là alors, il sera utile d'avoir quelques marges de manœuvre sur le plan de la politique monétaire et aussi sur le plan de la politique budgétaire. Marge de manœuvre qui n'existe pas aujourd'hui, en tout cas pas en Europe ni au Japon. Donc je crois qu'il serait très paradoxal, encore une fois, de dire la crise va naître de la hausse des taux d'intérêt ou de la... Non. Nous avons bien joué, si je puis dire, dans des conditions très très difficiles et ce serait, au contraire, serait un phénomène signalant le retour à une meilleure situation et aussi la préparation de l'avenir. Vous parlez du problème posé par les taux d'intérêt faibles, zéro voire négatif. Je comprends pas. Pardon. Oui, je croyais que la question était vous allez provoquer. Par la remontée des taux d'intérêt, oui. Mais une question subsidiaire, c'est les taux d'intérêt négatifs. Est-ce que ça ne provoque pas des déséquilibres? Oui. Il est toujours délicat de commenter l'action de ses successeurs. C'est sûrement le cas de Jean-Claude et de moi-même. Sur les taux d'intérêt faibles, nuls, voire négatifs. D'abord, une chose que je veux dire nettement, clairement, et qui ne sera pas oublié dans votre article. J'ai beaucoup d'admiration pour Mario Draghi, pour sa hardiesse, pour sa créativité, pour son habileté aussi. Il n'est pas parvenu à convaincre la Bundesbank du bien fondé de ce qu'il faisait, mais il est parvenu en tout cas à convaincre Madame Merkel de le laisser faire. Donc, des taux bas dans la situation du début des années 2010, je comprends fort bien et je soutiens. Maintenant, en toute franchise, je me pose aujourd'hui la question de savoir si on n'est pas allé un peu trop loin. Les taux négatifs, je crois que même aux États-Unis et en Grande-Bretagne, on n'est pas allé jusque-là, et un peu trop longtemps, parce qu'on a aujourd'hui une croissance de 1,5%, c'est pas fantastique, mais ça correspond, d'après les experts, à la croissance potentielle dans la zone euro. Et on a une inflation qui est proche de 2%. Donc la persistance de taux extrêmement faibles pose la question, comme Jean-Claude le faisait il y a 2 minutes, de quelles sont les marges de manœuvre qu'on a encore lorsque quasi inévitablement l'activité économique va ralentir, voire une nouvelle récession va survenir. C'est, je crois, le principal problème qui est posé par les taux d'intérêt extrêmement faibles et persistants. L'autre problème, pour moi en tout cas, c'est un des facteurs, c'est pas le facteur, mais c'est un des facteurs qui a conduit à l'accroissement des inégalités qu'à peu près tout le monde, y compris les grandes organisations financières internationales, dénoncent aujourd'hui, et qui est une autre cause de la montée du populisme et du protectionnisme dont on parlait il y a quelques minutes. Avec des taux d'intérêt nuls ou extrêmement bas, l'épargne populaire n'est plus rémunérée, alors que l'argent facile a contribué un peu partout à faire monter les marchés d'actions. Un mot, tel que je vois les choses, il y a en effet une spécificité européenne. Les taux d'intérêt sont négatifs en Suisse
les taux d'intérêt sont négatifs dans certains pays scandinaves, on est en présence d'une anomalie européenne. Mais le fait que des pays très sages et ayant la réputation d'être extrêmement sages se soient engagés eux-mêmes dans des taux d'intérêt négatifs, comme c'est le cas au Japon, me permet de comprendre la décision qui a été prise finalement par nos collègues, puisque ce sont les mêmes gouverneurs de banque centrale qui, en dernière analyse, prennent les décisions au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Donc je comprends ce qui a été fait. Il est clair, en effet, que lorsqu'on s'est engagé à la fois dans l'acquisition de valeurs négociables avec le QE, venant en sus d'ailleurs de beaucoup d'autres décisions qui ont été prises auparavant, le SMP de montant, qui était en effet l'acquisition de valeurs du Trésor grec, irlandais, portugais, espagnol, italien. Donc ce qui avait été fait dans le passé était extrêmement audacieux aussi. Bref, au total, l'expérience des États-Unis en particulier montre qu'on commence par arrêter le QE, on commence par stopper les acquisitions supplémentaires nettes et ensuite on vient sur les taux d'intérêt. Donc c'est probablement ce qui va se passer en Europe à partir d'un niveau de taux d'intérêt en effet extrêmement faible. Mais j'accepte, disons, les décisions qui ont été prises par nos collègues dans des circonstances extrêmement singulières où nous avions l'impact de la crise dans tous les domaines, le fait que, après tout, comme je l'ai déjà dit, la crise financière elle-même a posé des problèmes particuliers à l'Europe qui ont été très difficiles. Puis ensuite, il y a eu la crise des risques souverains qui a puni les Européens pour une mauvaise gouvernance nationale et européenne précédente, contrairement d'ailleurs à ce que la Banque centrale recommandait en permanence sur le plan des anomalies, disons, de perte de compétitivité ou de gains excessifs de compétitivité. Et donc, au total, si vous voulez, comme je l'ai dit, ce que je souhaite, c'est que le succès se confirmant, succès européen, succès en termes de stabilité des prix et évidemment en termes d'économie réelle, on puisse reconstituer les marges de manœuvre. D'accord, ok. Je pense qu'on a passé tout en revue. Voilà, on a fait le tour. C'est parfait.